Bonjour. Donc ce sera aujourd'hui le dernier cours pour cette année. Contrairement à mon habitude, je vais peut-être avoir à déborder un tout petit peu les limites de l'heure, puisque aussi bien on ne doit pas rendre la salle tout de suite. Je sais que certains d'entre vous enchaînent sur d'autres cours, mais bon, j'essaierai de me tenir dans les délais. Alors, je fais encore quatre autres cours au mois de mai, mais ce sera à Shanghai. Alors, ceux d'entre vous qui s'y trouveront sont évidemment les bienvenus à l'université Fudan. Ce sera en développement plutôt par rapport au programme d'enseignement de l'année dernière sur les colonies centra-asiatiques en Chine. Et puis par ailleurs, les 5 et 6 juin, nous avons ici le colloque co-organisé avec Vincent Elchinger sur les rapports entre l'Inde et l'Asie centrale. Alors, nous continuons sur le sujet abordé au cours précédent, c'est-à-dire l'interprétation de la dernière grande commande princière de l'Asie centrale, sur des thèmes préislamiques, c'est-à-dire les peintures du palais de Shahristan en Oustrouchana. Alors, nous avions vu qu'il y a un héros récurrent qui est dans un char, tiré par des chevaux ailés. Et j'avais donc donné les arguments qui, selon moi, permettent de l'identifier de manière très solide avec l'un des rois légendaires de l'Iran dans le livre des rois, c'est-à-dire Kai-Kawus, celui qui a une forte tendance à monter au ciel. Mais enfin, ça, ce sont des conceptions plus tardives, empruntées au roman d'Alexandre, son espèce de machine tirée par des aigles. Il a pu très bien auparavant monter au ciel avec d'autres types de véhicules, et donc je pense qu'en l'occurrence ici c'était ce char tiré par des chevaux ailés. Alors, que vient-il faire ici? Il faut pour cela se reporter à notre point de comparaison habituel, c'est-à-dire les cycles épiques à Penjikent. Alors, il se trouve qu'à Penjikent, on a 2 rois de cette dynastie légendaire de l'Iran qui sont présents dans des cycles épiques. On parle de la dynastie Kayanide, parce que en fait, la plupart ont leur nom préfixé par Kay, qui est, j'abrège, qui est donc l'indication typique de cette dynastie légendaire. Alors, on a sûrement présent à la fin du cycle des exploits de Faromarz en Inde, Faromarz c'est le fils de Rostam, on a sûrement Kay Khosrow, qui est en fait le petit-fils et successeur de Kai-Kawus, beaucoup plus prestigieux que son grand-père. Le cycle de Faromarz, on a été amené à en parler ici, il a été identifié il y a quelques années par Michael Schenkar. Et puis on a Kai-Kawus hypothétiquement, car c'est dans une lacune de la peinture, mais il devait être là, à la fin du plus célèbre cycle épique, celui où on voit Rostam, l'un de ceux où on voit Rostam, enfin le premier qui ait été identifié à l'Ermitage, la guerre de Rostam contre les démons du Mazanderan, la première guerre de Rostam contre les démons du Mazanderan, et probablement Kai-Kawus devait apparaître à la fin lors d'un banquet. Mais dans les 2 cas, que ce soit donc dans le cycle de Faromarz ou dans la première guerre contre les démons du Mazanderan, les rois n'ont pas un rôle décisif, ils sont là pour conclure. Voilà. Ils sont là pour venir, pour applaudir à la victoire. Mais on ne les voit pas combattre directement. La première place, le rôle principal est laissé à leur paladin, Rostam, ou à son fils Faromarz. Ici, il y a une grande différence. Kai-Kawus, puisque je pense vraiment que c'est lui, il est le héros principal, il assiste, il ne combat pas lui-même, mais il assiste en présence, il assiste en personne au combat. Alors, si on voulait célébrer précisément ce souverain, qui est loin d'être le plus glorieux de la dynastie Kayanide,
il n'est pas exempt de faiblesse, il fait tout le temps des bourdes, il est gonflé par l'orgueil, et à chaque fois, en fait, heureusement, il a des bons généraux qui à chaque fois rattrapent la situation. Si on voulait célébrer Kay Kâwus, on n'avait guère d'autre choix que de représenter la seule guerre à laquelle vraiment il assiste, parce que dans toutes les autres, il est fait prisonnier dès le début. C'est donc non pas la première guerre, mais la deuxième guerre contre les démons du Mazanderan, qui est telle qu'elle nous est relatée dans le livre des rois de Ferdowsi. Alors, c'est précisément cette deuxième guerre, dans cette deuxième guerre, ce récit de la deuxième guerre du Mazanderan, que l'année dernière, Samra Hazarnouch a commencé à proposer certains rapprochements avec des scènes qui sont représentées ici, quand nous avons commencé, avec elle et Michael Schenkar, à nous intéresser à cette peinture. Alors, dans certains cas, il s'agit de scènes qui sont récurrentes dans les récits guerriers iraniens. Toujours à la fin, il y a un banquet, toujours il y a des combats singuliers, etc. Mais dans certains cas, les rapprochements paraissent vraiment bien spécifiques. Alors, pour les besoins du cours, j'omettrai ici quelques complications et détours de la démonstration et j'irai directement à l'essentiel. C'est-à-dire que je sauterai directement aux conclusions et je rapprocherai les images avec tout simplement les citations extraites de Ferdowsi. Alors, première scène qui se prête à un rapprochement. Vous voyez ici un château qui est, qui est creusé dans la roche ou bien construit sur la roche, ce qui est indiqué par ces espèces d'écailles. C'est visiblement dans un paysage de montagne. Et effectivement, les guerres du Mazanderan, enfin notamment la deuxième, ont lieu dans un pays montagneux. Et ce pays, Ferdowsi l'appelle le pays des Gorg Saran, les hommes à tête de loup, qui sont, alors je cite les paroles mêmes de Ferdowsi, donc, féroce guerrier combattant à l'épée, le roi du Mazanderan y tenait sa cour, entouré de ses chefs belliqueux. Et on voit tout de suite que ces personnages, ces guerriers démoniaques, qui ne sont pas des démons bestiaux, animaux, comme ceux qu'on a vus la semaine dernière, qui, eux, paraissent jouer un peu le rôle d'esclaves ou de gardiens. Là, ce sont vraiment les adversaires de l'armée iranienne. Ils ont une caractéristique très nette qui permet de les distinguer immanquablement des guerriers du bon côté, c'est qu'ils ont des crocs. Donc, ça pourrait exprimer cette idée des Gorg Saran. Ceci dit, oui, enfin, il se trouve qu'à Penjikent aussi, ils ont des crocs, mais ce sont déjà les démons du Mazanderan. Donc, ça pourrait être le trait spécifique par lequel on a voulu exprimer l'idée des hommes à tête de loup. Et par ailleurs, vous voyez, ce sont des seigneurs, ils ont des couronnes. Donc, ils ont visiblement un roi, ils ont des princes. Tout à fait le tableau que nous donne Ferdowsi. Ensuite, on progresse dans la narration. Je cite Ferdowsi. La bataille fit rage durant une semaine. Le 8e jour, le roi Kâwus ôta la couronne de sa tête et se tint devant Dieu en pleurant. Alors, dans la version Pélévi, vous voyez tout de suite ici que le personnage royal fait un geste de supplication devant la déesse Nana. Et dans un contexte où son armée est en déroute. Ouais, ça, ce sont des guerriers qui sont du côté iranien. Alors, celui-là, il a pris 3 flèches à l'arrière de son casque et il s'accroche à son cheval pour ne pas tomber. Il y en a un qui est déjà tombé par terre. Alors, dans le récit, Ferdowsi, évidemment, dit Dieu, Roda. Il ne peut pas, écrivant en contexte islamique, il ne peut pas écrire autre chose. Dans la version Pélévi, disons, le livre des Seigneurs, qui est l'une des sources, la source principale du livre des rois, cette version Pélévi que nous n'avons plus, alors il devait être écrit Ormazd, le dieu suprême, mais peut-être aussi Anaïta,
qui est la protectrice guerrière spécifique de la royauté sassanide. Et à ce moment-là, on expliquerait très bien qu'on est ici la déesse Nana, puisque Nana, la plus grande déesse du panthéon sogdien, est l'équivalent fonctionnel d'Anaïta. Ensuite, donc, alors je passe sur un certain nombre d'épisodes. Il y a finalement, après cette panique qui serait donc les combats indécis du 8e jour, la situation est redressée. Je vais être amené à en parler parce qu'elle semble redressée par un héros en particulier. Il y a un certain nombre de narrations qui sont intercalées, qui ne sont pas dans Ferdowsi, mais ça peut être de la broderie. On voit au soir de la bataille les guerriers qui pansent leurs chevaux, etc., etc. Et puis finalement vient la reddition du château. Et alors là, on arrive quand même à des choses assez précises. Après la reddition du château, on a une scène où les chefs des démons, enfin leurs têtes ne sont pas conservées, mais l'un d'eux a des restes de couronne sur la tête. Donc on voit que c'est un chef. Il prête serment à un guerrier qui n'est pas Keikawus et qui n'est pas non plus Rostam, que je pense pouvoir identifier ailleurs, dont on va parler un peu plus loin. C'est ni Keikawus ni Rostam. Or, que lit-on dans Ferdowsi ? À la fin de la Deuxième Guerre, la souveraineté sur le Mazanderan a été confiée par Kawus à Olad, un ancien chevalier du Mazanderan que Rostam avait auparavant fait prisonnier au lasso, c'est représenté à Penjikent, et qu'il avait rallié à sa cause. Et voilà le discours que fait Rostam à Kawus au moment de la reddition des chefs du Mazanderan. J'ai demandé à Olad d'être pour moi un guide loyal, ce qu'il a été. Je l'ai encouragé à espérer obtenir le Mazanderan comme prix de sa loyauté. À présent, il nous faut un pacte avec le sceau authentique, de sorte que tous les grands du Mazanderan lui prêtent allégeance tant qu'il vivra. Et ben voilà. Et puis la suite, juste après. Kawus ordonna que ceux des démons qui restaient insoumis soient décapités, leur corps répandus sur la route. À ce stade, je considère tout de même qu'il faudrait une bonne dose de mauvaise foi pour ne pas s'apercevoir qu'il s'agit de la même narration. Ensuite vient une fin, alors là, très conventionnelle. Le roi fit venir du vin, des coupes avec des rubis, durant une semaine avec ses compagnons, coupe en main. Voilà le roi sur son trône et voilà ses compagnons. Ses compagnons sont 6, parce que les autres, ce sont des musiciens. Et ça, c'est un chiffre, c'est tout à fait récurrent dans les histoires royales iraniennes. Le roi a toujours 6 compagnons favoris. Ça remonte à Darius, qui prend le pouvoir grâce à l'aide de 6 compagnons. Voilà. Alors, il y a quand même une objection à ce bel édifice, c'est que, quelque part, on s'attend à trouver Rostam. Alors, certes, et ce n'est pas évident, certes, dans le récit de cette guerre, contrairement aux autres guerres, Rostam n'éclipse pas Kawus. Mais malgré tout, il est le combattant principal. Alors, Rostam, il y a un moyen immanquable de l'identifier, c'est qu'il a un cafetan à peau de panthère. Voilà. À Penjikent, le voici, on voit très bien, un cafetan à peau de panthère. Et sur les peintures de Charestan, on ne voit nulle part le cafetan à peau de panthère. Mais quand on regarde de près, dans le détail, pas seulement les dessins qui ont été publiés, mais aussi les photos couleurs des fragments qui ont été publiés par les Japonais, on voit que quand il s'agit du personnage qui contextuellement pourrait être Rostam, on n'a jamais les parties du corps où il y aurait le costume. Voilà. Un argument à silencio. Dans la scène du banquet final, Rostam devrait être ici, ça devrait être le plus proche du roi. Alors, quand on va regarder de près,
les fragments, on voit que ceux-là ont des robes assez colorées, celui-là a une robe rouge, hein, et celui-là, bon, son cafetan est tout délavé, mais on voit que c'était d'une couleur claire. Et en ouvrant bien les yeux, mais ça c'est peut-être, j'ai peut-être fait un peu d'autosuggestion, on croit voir des petites taches sur la. Enfin là, il faudrait vraiment aller voir directement au musée de Douchambé, ce qui doit être possible. Il y a quand même des bons indices pour le reconnaître dans un des épisodes qui vient, c'est ici. C'est un épisode qui, dans la narration, vient après la scène de la panique de l'armée en déroute et du roi qui supplie la déesse de lui porter secours. Et ça vient après ça et avant la reddition du château. D'ailleurs, voilà, on voit ici, il y a un indice qui montre qu'on est autour du château. Parce qu'on ne voit pas le château, mais en haut, on a une frise qui reproduit le crénelage du château. Donc c'est une façon, c'est un écriteau pour nous dire, ici, on est autour du château d'Egog Saron. Voilà, on est... voilà, c'est ce château-là. Voilà la frise. Et cette frise, on l'a, elle commence à apparaître plusieurs épisodes avant. Donc ça nous montre qu'on est déjà autour. La guerre est en train de se finir. Alors, voilà. Il y a ici une scène, bon, elle est en partie reconstituée parce que c'est à partir de fragments, mais on voit un personnage qui joue un rôle décisif parce qu'il transperce de la lance deux adversaires démoniaques, dont un a une couronne royale. Il est blessé au visage, mais évidemment, c'est lui qui va avoir le dessus. Et on voit qu'il est seul. D'habitude, les guerriers combattent de front. Et là, c'est un héros exceptionnel. Hein. C'est lui qui emporte la décision. Alors, regardons-le d'un peu plus près. Alors, malheureusement, on n'a pas son cafetan. Vous direz heureusement pour moi, parce que ça me prie comme ça me délivre d'une objection possible. Mais regardons un peu ces traits. Voilà, le voilà ici. Voilà, il s'est quand même pris 2 grands coups d'épée dans la figure. Mais il va survivre. C'est pour montrer que, justement, c'est un héros surhumain. Il survit à des blessures auxquelles nul autre ne survivrait. Et par ailleurs, de tous les guerriers représentés, il est le seul qui n'a pas mis de casque. S'il avait mis un casque, il ne serait pas blessé au front ni à la joue. Mais non, il n'a pas mis de casque. Donc, il est sûr de sa supériorité. Alors, il a plusieurs caractéristiques. Il monte un cheval rouge bicolore. Alors, je vous passe les détails. Rostam est toujours caractérisé par un cheval qu'on traduit cheval bai ou alezan. Et en principe, un cheval bai, c'est rouge avec une crinière, c'est rouge avec d'autres couleurs, c'est-à-dire le bas des pattes blanc et la crinière noire. Mais après consultation d'experts, il apparaît qu'il existe, qu'on considère comme alezans, des chevaux qui sont rouges et avec la crinière blanche. Alors il y a d'autres chevaux rouges dans tout cet ensemble, mais le seul qui a un cheval rouge avec d'autres couleurs, c'est lui. Alors, maintenant, comparons les têtes bien identifiées de Rostam avec la tête de celui-ci. Voilà Rostam à Penjikent, bien identifié. Et vous voyez, il y a à peu près le même profil, avec une mâchoire très lourde, un nez busqué. Bon, ce n'est pas totalement caractéristique, parce qu'en cherchant bien dans les peintures de Charlistan, certains ont un peu cette tête-là. Mais son couvre-chef est très particulier. Il est le seul à ne pas avoir de casque. Et dans tous les cas, c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire, on voit ici à Penjikent, un bonnet souple, un bonnet, voilà, un chapeau, qu'on voit ici. À l'avant, sur le front, une espèce de coiffure en choucroute. Hein. Bon, j'appelle ça, je considère ça comme un chignon, bon, peut-être recouvert de tissu. Un bandeau, un ruban ici, et des boucles sur la nuque, ici.
ici et ici. Et il n'y a que lui qui a ce type de couvre-chef. Donc, voilà, résultat des courses. Je propose, pour ma part, je n'hésite pas, je me mets à l'eau, j'identifie ce personnage à Rostam et j'y adjoins la citation de Ferdowsi sur cette joute qui décide du sort de la guerre. Rostam lâcha les rênes au brave Raksh et projeta une lance qui frappa à la taille le roi du Mazandaran. Alors ici, les adversaires sont dédoublés. Le roi du Mazandaran a un écuyer. Ce n'est pas une variante qui est extrêmement gênante. Alors, que peut-on conclure de tout ça? On a ici, au palais de Charistan, une narration qui, dans le détail, est plus proche de Ferdowsi que ce qu'on avait à Penjikent. À Penjikent, je dirais qu'on avait l'écho de récits situés en amont du processus d'élaboration du livre des rois et plutôt appartenant à ce qu'on appelle le cycle séistanien, c'était Rostam, sa famille, etc., des gens qui sont latéraux par rapport à la lignée majeure des souverains d'Iran. Alors qu'ici, on voit, c'est mainstream, on a réintroduit le roi dynastique d'Iran dans la narration, ce qui était beaucoup moins le cas à Penjikent. Donc, je parlerai ici déjà d'un proto-Shahnameh. Il y a déjà derrière ça, il y a un texte qui est en train de prendre forme et c'est de là que va sortir le Shahnameh. Chronologiquement, c'est très intéressant. On est exactement, pour des raisons sur lesquelles je vais maintenant m'attarder un peu, je pense qu'on est aux alentours de 800. C'est-à-dire qu'on est exactement à mi-distance entre 650, chute de la dynastie sassanide, et 957, le moment où un gouverneur de la ville de Tous fait rassembler les matériaux qui, finalement, vont servir à Ferdowsi. On est exactement au milieu du processus. Alors, pourquoi, dernière question, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en avant Keikawus qui, encore une fois, n'est pas le plus glorieux des rois de la dynastie Kayhanide. Dans la glorieuse lignée des rois d'Iran, il a un peu la place de Donald Trump dans la succession des présidents américains. Il a un certain charisme, mais aussi des failles caractérielles très très nettes. Bien. Alors, l'explication qui vient à l'esprit, c'est que le dernier souverain indépendant de l'Oustrouchana, le père du fameux Haïdar Afshin, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant, s'appelait Kawus. Voilà. Et on sait qu'il s'était théoriquement converti à l'islam, mais avant 822, il avait apostasié. Il était revenu à la religion de ses pères, et son fils en a profité avec l'appui du calife, pour le détrôner. Lequel fils en question se fera attraper 15 ans après avec des idoles de son pays natal dans un coffre de sa maison. Bien. Alors ce décor aurait été exécuté, encore une fois, dans ce qui est probablement pas la capitale elle-même, mais une résidence royale de caractère plus privé. Alors, peut-être bâti par le père de Kawus qui s'appelait Harahara, celui qui a la gloire du dieu du soleil. Et on a vu que le dieu principal représenté dans cette pièce, c'est Mitra, dieu solaire. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les spéculations? Au-delà de l'homonymie, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sympathie particulière pour Keikawus? Il se trouve que Keikawus, c'est le seul des rois kayanides qui a fait la guerre aux Arabes. Pas très glorieusement, il se fait attraper dès le début. Mais malgré tout, dans le contexte où nous nous situons, ça pourrait être une piste possible. Alors, pour en terminer avec... voilà la dynastie, je vous l'avais montré la semaine dernière. Donc, ce serait sur ce roi-là, le dernier qui porte un nom
pré-musulmans. Son fils Haïdar, celui qui a été exécuté en 838, ne s'appelait évidemment pas Haïdar à sa naissance, mais c'est le nom qu'il a adopté à sa conversion. Le père de Kaous, c'est Harahara, dont le charisme vient du soleil. Et l'ancêtre, c'est un Turc. Attendez, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe là? Je vérifie. Ah oui, j'ai peut-être une image qui a sauté. C'est ce qu'on peut dire aussi à propos de cette peinture. On est vers 800. C'est la dernière ronde des dieux sogdiens. Après, voilà, ils nous disent au revoir. On ne les verra plus. On avait donc Mitra, Nana et le dieu qui a les caractères iconographiques de Shiva, qui est donc, je pense que j'ai dû l'avoir sur une des images. Voilà. Voilà Nana. Et voilà Weshparkar, qui est le dieu, un dieu syncrétique, qui porte le nom du dieu zoroastrien de l'atmosphère, Vayu, mais en même temps qui a des caractéristiques de Shiva. Et alors, malheureusement, j'ai malheureusement pas d'image plus grande à vous montrer, mais ici, on voit l'image de ce dieu Weshparkar déjà en train de se diluer un peu. Parce que normalement, comme Shiva, il a 3 têtes. À Penjiken, on voit très bien, il a 3 têtes, dont une est féminine et une autre démoniaque. Alors, c'est un attribut hérité de Shiva, mais en même temps, théologiquement, ça convient très bien à Vayu, qui est un dieu ambivalent. Et ici, il a 3 têtes, mais les 2 têtes latérales sont identiques. Ce ne sont plus que des vestiges iconographiques. C'est-à-dire que la consistance théologique de la représentation, elle est déjà en train de se perdre. Voilà, donc ces dieux, Nana, Mitra, Weshparkar, qui, depuis l'époque Kushan, avaient dominé la scène religieuse en Bactriane et en Sogdiane, ils sont en train de s'en aller. Et ils sont en train de s'en aller pour laisser la place aux souverains mythologiques qui vont être l'avenir de la construction identitaire de l'Iran. Alors, ce même phénomène d'effacement des dieux a d'ailleurs été s'observe en Iran même, à partir du matériel onomastique. Ça a été très bien étudié récemment par Philippe Gignoux, un matériel d'archives qui date justement du demi-siècle suivant la conquête islamique, ou un peu plus tard, et on voit que de moins en moins, les noms des dieux zoroastriens deviennent de moins en moins populaires. Il reste le dieu principal, Ahura Mazda, mais les traces de l'ancien polythéisme, parce qu'il faut quand même bien admettre ce qui est admis maintenant, c'est que le zoroastrisme est un polythéisme. Ce polythéisme tend à s'effacer. Alors évidemment, on peut penser que ça peut être aussi la pression de l'environnement islamique. Mais malgré tout, en Iran, les dieux anciens s'effacent beaucoup. Malgré tout, il y a on avait encore au siècle dernier, oui, quelques sanctuaires zoroastriens très discrets dans les montagnes de Yazd. On voyait très bien que certains remontaient à des temples d'Anaïta, d'autres à des sanctuaires d'autres divinités. Mais on a probablement un ancien sanctuaire de Vahram, dieu de la guerre. Mais alors il se trouve que, pour que ce soit acceptable en milieu islamique, on a raconté que c'était en réalité un sanctuaire fondé à la suite d'un rêve par un lutteur, un lutteur qui s'appelait Vahram et qui avait vu la divinité en songe. Donc
on voit très bien qu'on a camouflé les véritables origines du sanctuaire. Donc, mais cet ancien polythéisme zoroastrien, il passe vraiment à l'arrière-plan. Malgré tout, en Iran, il est resté un clergé structuré, il est resté une communauté solide et probablement encore majoritaire jusqu'au Xe siècle, et les anciens dieux continuaient à être invoqués dans les rituels du calendrier. En Asie centrale, on a l'impression qu'il ne reste plus rien de cette religion pré-islamique. Les derniers zoroastriens qui subsistent à Samarcande, je l'ai signalé la semaine dernière, ont plutôt l'air de se ranger sous la bannière des zoroastriens d'Iran. Ils ont perdu leur spécificité. Alors Michael Schenker a proposé une explication à ce phénomène, c'est que la religion sogdienne, contrairement au zoroastrisme d'Iran, n'était pas portée par un clergé, mais par des structures sociales communautaires. Le NAF, la communauté urbaine, des chefs de famille, et puis donc, très concrètement dans les grandes maisons, le salon de réception, et que ça n'a pas survécu à la conquête arabe. Les structures communautaires s'effacent au profit des princes qui se sont soumis à l'autorité des conquérants, puis des gouverneurs, et de la cour des gouverneurs et des sous-gouverneurs. Il n'y aurait plus, en tout cas archéologiquement, on voit effectivement s'effacer les traces de cette sociabilité aristocratique qu'on voyait très bien à Penjikent avant la conquête islamique. Dans les maisons qui sont reconstruites dans les années 740, il y a de moins en moins de salons de réception. Un autre phénomène déstabilisant, c'est probablement les émigrations collectives dont j'ai été amené à parler et qui se sont produites à plusieurs reprises. Alors, on peut penser aussi très matériellement que les temples sogdiens remplis de richesses étaient des proies toutes désignées qui, avec leurs idoles, suscitaient davantage l'hostilité et la cupidité des conquérants que les temples du feu d'Iran, dont le contenu à côté devait apparaître bien pauvre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les temples sogdiens connus archéologiquement ou par les sources écrites ont été brûlés ou complètement pillés, ce qui n'a pas été le cas avec les temples du feu en Iran. Donc voilà, triste constat, en moins d'un siècle, l'Asie centrale a perdu ses vieux dieux nationaux. D'autres dieux, autres que le dieu de l'islam, ont mieux tenu. Yahvé a tenu, Jésus a tenu, Bouddha a tenu, et même Mani. Les minorités ont assez bien résisté, juives, chrétiennes, bouddhistes et manichéennes ont mieux résisté. La seule religion qui s'effondre, qui disparaît, c'est la religion nationale. Et quand on voit, des révoltes, des mouvements syncrétiques, insurrectionnels, de nature religieuse, qui apparaissent à l'époque abbasside, principalement avec la grande révolte de Moukanna, qui tient quand même une bonne partie du pays pendant 10 ans, on a bien du mal à retrouver là-dedans soit du zoroastrisme, soit des restes de la vieille religion sogdienne. Oui, il fait des tours de prestidigitation, c'est vrai. Il fait apparaître la lune. Alors, effectivement, la lune fait partie des divinités zoroastriennes qui sont représentées à Penjikent. Mais en substance, le mouvement de Moukanna, c'est une branche, se rattache à ce qui est en train de devenir le chiisme extrémiste, avec des traits qu'on va retrouver ensuite dans diverses sectes, notamment l'ismaélisme. Alors, l'Asie centrale, en un siècle, a perdu sa religion nationale. Et elle a aussi perdu assez vite ses langues. Et ça, c'est quand même très surprenant. Parce que ces langues, ce n'étaient pas simplement des langues parlées, elles s'appuyaient sur des archives, des littératures, une grosse production écrite, des scribes, des élites. Alors, vous voyez, le cas du Bactrien. Dans les archives de Robe, donc en Afghanistan du Nord, où on a une série continue depuis le IIIe siècle,
on voit très bien, en 771, le bactrien laisse place à l'arabe. Alors, on a encore quelques inscriptions bactriennes plus tard, un siècle plus tard, au Pakistan. C'est les dernières, 855. Alors, ultime timide écho, vers 1040, Biruni, qui séjourne à Ghazni, peut encore recueillir des bribes, quelques éléments de l'ancien calendrier bactrien qu'il fait figurer dans sa chronique. Enfin, on ne l'a que dans certains manuscrits. Mais c'est vraiment des petites survivances. Le sogdien, c'est encore plus étonnant, parce que le sogdien a été la grande langue du transit centra-asiatique, transit commercial, transit religieux, depuis la mer Noire jusqu'à la Chine pendant des siècles. Le sogdien connaît un destin guère plus enviable. En Sogdiane même, les toutes dernières inscriptions sont au château de Hisorak, qui est à l'est de Penjiken. C'est vraiment un des derniers réduits montagneux, probablement d'ailleurs vers 800, faisant partie de la principauté d'Ustrouchana. C'est les dernières traces qu'on a de l'écriture sogdienne en Sogdiane. On a alors, le sogdien survit un petit peu plus au Kirghizistan actuel, dans d'anciennes colonies déjà très insérées dans le milieu turc. La dernière inscription est de 1025. Alors on a un témoignage sur ce que le sogdien a pu devenir dans ces centres historiques, Samarcande, Bokhara. On a un témoignage très intéressant à la fin du Xe siècle par le géographe voyageur Al-Muqaddasi, qui nous raconte que, oui, dans les campagnes de Samarcande et Bokhara, les gens parlent des dialectes apparentés et qui se comprennent les uns par rapport aux autres. Il ne dit pas que c'est le sogdien, mais on comprend bien que c'est ce qui reste du sogdien. Mais alors, ajoute-t-il, en ville, plus personne ne parle sogdien, sauf un ouléma qui est capable de parler abondamment en sogdien, mais qui fait figure un peu de bête de foire, une curiosité. Apparemment, plus personne ne l'écrit. Et alors, chose extraordinaire, il y a toujours le même Muqaddasi raconte que, ou plutôt ce sont des géographes contemporains, à l'entrée de la ville de Samarcande, il y a une inscription sur plaque de fer qui est accrochée à la porte de la ville. Et personne ne peut plus la lire. Alors du coup, on raconte que c'est de l'himyaritique, du sud arabique, et ça sert à alimenter les prétentions des Arabes du Sud par rapport aux Arabes du Nord, qui vont raconter à la suite de cela que Samarcande, a été fondée par la reine Samar, une reine légendaire de l'Arabie du Sud. On est à Samarcande, et en Xe siècle, plus personne ne peut lire le poteau indicateur en sogdien qui était à l'entrée de la ville. Alors, certes, il reste une langue, jusqu'à aujourd'hui, une langue apparentée au sogdien. On dit parfois que c'est le descendant du sogdien. Ça ne l'est pas. C'est un parent du sogdien, le yagnobi, qui subsiste aujourd'hui dans une haute vallée du Tadjikistan, justement dans des coins très reculés. Alors, il y a une langue qui a mieux survécu en Asie centrale sous forme écrite, et ça ne vous étonnera pas parce que c'est le chorasmien, c'est-à-dire le Khorezm, la région la plus éloignée, où là, effectivement, la langue a tenu. Jusqu'au XVe siècle, on a des textes en chorasmien, transcrits en écriture arabe, mais alors, dans un contexte, c'est plus une littérature, c'est dans un contexte très particulier. Ce sont des manuels pour les cadis, c'est des manuels juridiques, ce sont des lexiques, c'est exactement comme les dictionnaires de missionnaires. Ce sont des lexiques avec des phrases toutes faites qui leur permettent de juger des cas juridiques quand il s'agit de paysans qui ne sont pas capables de parler en arabe ou en persan. Alors là, on voit qu'effectivement, on a besoin de ce qui reste de la langue locale. Mais bon, c'est vraiment pas brillant comme bilan quand on compare au destin extraordinaire de la langue persane qui, sous forme Pélévi, continue
à être pratiquée par l'administration jusqu'au 8e siècle, par le clergé jusqu'au 11e, 12e, voire au-delà, qui va totalement renaître à partir du 9e siècle et devenir la langue persane, laquelle conquérera la totalité de l'ancienne ère iranophone et au-delà. Alors, on peut quand même là se poser la question, pourquoi le sogdien ne s'est-il pas mieux défendu, passant le relais aux persans qui étaient importés? Alors, on a proposé plusieurs explications. Il semblerait qu'il y a eu, à la suite de la conquête arabe, beaucoup d'immigrés iranophones, enfin, venus, donc parlant le persan de l'Ouest, venus d'Irak, venus d'Iran, qui venaient avec les conquérants, et notamment dans l'armée. Ces armées arabes, dans certains cas, on voit qu'elles ont une base tribale, mais dans certains cas, on voit très bien qu'il s'agit en réalité de restes ralliés de l'ancienne armée sassanide. Donc, ces immigrés, on ne peut pas quantifier, mais ils devaient occuper un rang élevé dans la société, et donc ça a pu entraîner un effet d'assimilation linguistique. Et puis, très concrètement, la première administration arabe du Khorasan, donc la province de l'Est, qui est gouvernée depuis Merv et qui a sous sa domination toutes les conquêtes centra-asiatiques, au moins au nord de l'Hindoukouche. Cette première administration arabe du Khorasan, elle utilisait le Pélévi jusqu'en 740 où se fait l'arabisation. Donc, les autochtones qui entraient au service de l'administration arabe dans un but de promotion sociale devaient abandonner leur langue locale. Alors, bien entendu, il fallait qu'ils se mettent à l'arabe, mais pour tenir les registres, c'est au Pélévi qu'ils devaient se mettre. Et franchement, je pense que pour un sogdien ou un bactrien, ça devait être plus facile de se mettre à l'arabe au Pélévi, parce que l'écriture Pélévi est tout de même quelque chose d'extrêmement compliqué. L'écriture sogdienne, finalement moins, elle est davantage phonétique. Donc le premier creuset linguistique où se forge ce qui va devenir la langue persane classique, ça a probablement été Merv, dont j'ai dit lors d'un cours précédent mais elle avait accueilli certainement une très très grande population d'immigrés dès le début, population équivalente en nombre à la population locale. Il y a dû y avoir un creuset important à Bactre, je vais être amené à en reparler, avant même, et puis finalement, la Boukhara sous les Samanides, au 9e, 10e siècle. Mais alors, justement, on a dit pendant longtemps, c'est à Boukhara qu'en fait se produit, Boukhara est l'un des principaux centres de renaissance du persan littéraire, et un des arguments qu'on a employés, c'est que les vieux dictionnaires persans enregistrent un certain nombre de mots qui sont en fait des mots sogdiens. Mais en fait, depuis qu'on a redécouvert la langue bactrienne, on s'aperçoit que beaucoup de ces mots supposés sogdiens sont des mots bactriens. Et qu'en réalité, l'hybridation linguistique, elle s'est faite peut-être d'abord à Bactre, avant de se faire à Boukhara. Alors, quelques considérations pour terminer. On va revenir à notre point de départ, c'est-à-dire le livre de Frederick Starr, Lost Enlightenment. Finalement, qu'est-ce qu'il est resté de cette si brillante civilisation préhispanique? Marshak et Raspopova, qui avaient consacré leur vie à la civilisation sogdienne et qui aimaient cette civilisation plus que tout autre, avaient conclu une de leurs dernières communications en disant cette civilisation, elle est morte. Voilà, elle est morte. La civilisation urbaine sogdienne est morte vers 750, au moment où meurt complètement Penjiken. On voit maintenant qu'il y a eu tout de même une jolie survie à Charistan jusque vers 800. Et puis, ce qui est resté, c'est ce qu'on saisit au 7e siècle de la civilisation rurale, montagnarde des Sogdiens. Oui, ça, on voit qu'elle continue,
Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle, nous, la civilisation sogdienne. Alors, il faut être probablement... on peut être moins pessimiste. Bon, il est certain, ça a été bien étudié récemment, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, que beaucoup de savoir-faire artisanaux, beaucoup de procédés stylistiques, qu'il s'agisse de la poterie, de la verrerie, du bois sculpté, surtout du bois sculpté, ont subsisté. La grande peinture, c'est un problème plus complexe parce qu'on a vraiment très très peu de points, de chaînons intermédiaires. Mais quand on voit la qualité qu'elle a à Samarcande sous les Karakhanides au XIIe siècle, on ne peut pas ne pas penser à une survie des procédés et probablement des ateliers. Alors, pour en venir maintenant donc à ce qui fait quand même l'essentiel de la thèse de Frederick Starr, c'est-à-dire l'héritage scientifique, il y a deux pistes qui paraissent plus solides que d'autres. La première piste, je dirais, c'est la mémoire d'une expérience technologique et géographique accumulée. Alors, les textes chinois, qui sont une source essentielle sur la civilisation sogdienne du 7e siècle, notent ceci: ils ont des machines fort ingénieuses. Les Chinois, ils aimaient bien... Voilà, les machines, ça attirait beaucoup leur attention. Qu'est-ce que c'est que ces machines ? Ce n'est pas des machines de siège, probablement. La guerre de siège a disparu et va être réintroduite par les Arabes. Ce n'est pas des grues élévatrices. Quand on construit en briques crues et en terre crue, on n'a pas besoin de grues élévatrices. Ce sont des machines agricoles. Ce sont probablement des machines hydrauliques. Des roues à godet, qui pouvaient sans doute être impressionnantes. Donc il y avait vraiment un savoir-faire qui a frappé les Chinois. Alors, Starr a une hypothèse, c'est que la trigonométrie a plusieurs créateurs. Enfin, son principal créateur, c'est quand même Al-Khwarizmi, celui qui a donné son nom aux algorithmes. Al-Khwarizmi qui vit de 780 à 850. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un chorasmien. Il vient du Khorezm. Alors, probablement, il a été éduqué au Khorezm, et puis ensuite, il est passé à Merv dans la suite du calife Al-Mamoun, et puis il termine sa vie à Bagdad. Alors, dans l'introduction à son algèbre, il mentionne, je cite, comme application utile de son algèbre, la mesure des terrains, le creusement des canaux. Donc là, voilà, on peut se dire, il y a un savoir empirique, il y a un savoir mathématique développé, notamment au Khorezm, un savoir millénaire pour la construction des canaux. On sait aussi que l'architecture du Khorezm, elle est particulièrement géométrique, particulièrement sophistiquée. Déjà au IIe siècle de notre ère, au palais de Toprak-Kala, on a repéré des fentes de visée dans la maçonnerie. C'était parfaitement orienté par les points cardinaux. Ce n'est pas du tout une architecture empirique. Bon, on peut quand même mettre un bémol, c'est que la technologie ancienne en Asie centrale des canaux à dérivation se passe parfaitement de théodolites, de niveaux et d'instruments de visée. On sait très bien qu'il y a des procédés empiriques. Tout simplement, quand on veut savoir où faire passer un canal sur une pente, on va creuser un canal sur une pente, on va creuser une petite rigole qui va dévier de la rivière principale, et puis on va bien voir si ça coule. Quand ça s'arrête de couler, c'est qu'on est à contre-pente. Et on a toujours fait comme ça. Bon, on sait aussi, en Afghanistan, nous avons été témoins d'opérations de planification de canaux. Alors, il y a un vieux procédé ancestral pour savoir, c'est pareil, où faire passer un canot sur une pente, mais alors en se mettant de loin. On ne va pas utiliser un instrument de visée, ni des cartes topographiques, ni rien. On va rassembler un nombre assez important d'habitants et on va mettre quelqu'un sur la pente avec un jalon, et, on va en mettre plusieurs, et on va demander individuellement à chacun, selon vous, où est l'horizontale ? Et statistiquement, on sait que si on interroge comme ça une vingtaine de personnes, on aura la vraie horizontale. C'est un procédé dont notre mission de prospection en Afghanistan dans les années 70 a été témoin. Alors c'est sûr,
Il y a des rapports entre la trigonométrie et le creusement des canaux, mais il s'agit plutôt des canaux en Iran, les kanates, les canaux souterrains. C'est pareil, il y a dû y avoir aussi des méthodes empiriques. En tout cas, au XIe siècle, on a un traité de trigonométrie appliqué au creusement des kanates. Mais est-ce que ça avait toujours été le cas? Alors on en revient au grand Al-Biruni, autre très grand personnage du Khwarezm. Qu'est-ce qui était khorasmien chez Al-Biruni? Il est éduqué au Khwarezm, il connaît la langue du Khwarezm, il est passionné par les traditions historiques du Khwarezm, mais il reconnaît lui-même qu'elles sont en ruine quand il les recueille. Alors un exemple tout à fait remarquable, la liste des rois qu'il propose pour son pays, pour toute la période pré-islamique, est presque complètement fausse. Or, Biruni était un intime de l'ancienne famille royale. C'est-à-dire que même dans l'ancienne famille royale au Xe siècle, on n'était plus capable de nommer les rois d'avant. Alors, il y a plusieurs explications. Une explication possible, c'est qu'à un certain moment, un clan particulier s'est emparé de la royauté et qu'il a apporté sa propre généalogie à la généalogie royale du pays au lieu de garder la liste ancienne des rois. Bon, c'est une hypothèse. Alors, bon, il connaît bien le calendrier, il connaît bien les fêtes, et il essaie de reconstituer le passé géologique du pays dans son traité La Nihayat, où il est le premier savant qui ait une théorie des fossiles. Il dit, ben voilà, on trouve aujourd'hui dans le désert des poissons en pierre. Ça indique qu'autrefois, il y avait des océans ici. Et il a un exposé extraordinaire sur la déviation des eaux de la Moudaria, etc. etc. Bon, alors voilà, on tient peut-être quand même des éléments de continuité. Alors, va-t-on dire, derrière la grande école géographique qui fleurit à partir du Xe siècle, déjà du IXe siècle, à Bactre, au départ à Bactre, à Boukhara, est-ce qu'il y avait l'héritage de cartes sogdiennes? Est-ce que ces marchands sogdiens, qui étaient les maîtres du monde commercial, avaient des cartes? Ils avaient évidemment sûrement des itinéraires. Alors là, on saisit quelque chose. Alors, une des sources de cette grande tradition cartographique, c'est le vizir, le grand vizir Jaihani, vizir de la dynastie samanide, vers 920, qui avait compilé un traité géographique qu'on n'a pas, mais qui a été utilisé par ses successeurs. Et là, on voit très bien que les noms qui sont donnés pour beaucoup de villes entre l'Asie centrale et la Chine sont les noms qu'on retrouve dans les documents sogdiens. Et on voit aussi qu'il y avait une vraie connaissance topographique. Un exemple parmi d'autres, à un certain moment, on se trouve du côté du Kirghizistan, il y a un endroit que tous ces géographes et héritiers de Jaihani appellent l'endroit où l'eau coule à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire, l'endroit où l'eau coule à l'envers? C'est très simple. C'est que plus à l'ouest, toutes les rivières coulent vers le nord-ouest. Et à partir de ce point-là, les rivières coulent vers le nord-est. Et ils avaient compris ça, ils le savaient. Bon. Alors, un bon exemple aussi, c'est notre fameux Al-Khwarizmi en 841. Le calife le distrait quelque temps de ses traités scientifiques et l'envoie en mission diplomatique dans le royaume des Khazars, du côté de la mer Noire, royaume turc dont l'aristocratie et la famille royale ont adopté la religion juive. Pourquoi est-ce qu'on va chercher Al-Khwarizmi? Très probablement parce que c'est un Khorasmien. Donc, et le royaume des Khazars est en fait pénétré par, non pas les marchands sogdiens, mais des marchands du Khwarezm. Donc, Al-Khwarizmi, pour sa mission, va pouvoir s'appuyer sur ses marchands compatriotes, et on peut même probablement aller plus loin. Il connaît encore la langue de ses pairs. Et donc, il va pouvoir communiquer en khorasmien. Alors, voilà, premier
première piste assez solide sur la poursuite d'un héritage scientifique. Deuxième piste, c'est les contacts anciens que l'Asie centrale a entretenus avec, alors là, je reviens, avec la tradition scientifique indienne, notamment la tradition astrologique et médicale. Alors, cette tradition était portée en Asie centrale par les seules institutions d'éducation que... Ah, alors, oula, voilà, j'ai perdu complètement... Oui, d'accord, j'ai perdu un de mes tableaux généalogiques. Il est peut-être au début. Excusez-moi. Si je reviens au début... Oui, non. Alors, je vais peut-être devoir m'en passer. Je regarde. Ça m'étonnerait qu'il ait disparu. C'est toujours ce qui se passe quand on essaie d'améliorer ses PowerPoint au dernier moment. Là. Non. Cette science indienne était portée en Asie centrale par les seules institutions d'éducation dont on saisit l'existence, c'est-à-dire les monastères bouddhiques. Et là, on a des indices précis. À Bamiyan, à côté à Bamiyan, on a retrouvé des manuscrits médicaux, et on sait par diverses sources qu'au 7e, 8e siècle, le Cachemire donc la science bouddhique du Cachemire, a un extraordinaire rayonnement intellectuel. C'est attesté au Tibet, c'est attesté en Chine, c'est attesté en Bactriane, c'est attesté à Merv, où on a retrouvé des textes qui remontent au bouddhisme cachemiri. Et c'est là que nous retrouvons la grande famille des Barmakides, donc ces personnages qui ont eu une carrière tout à fait spectaculaire, parce qu'au départ, au 7e siècle, ce sont les administrateurs laïcs du grand monastère bouddhique de Bactre. Barmak, c'est un titre, on en a discuté, mais c'est très probablement le titre sanskrit Paramaka, qui veut dire supérieur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moines, mais ce sont des avoués laïcs qui gèrent le monastère. Et ils l'ont tellement bien géré qu'on sait qu'au moment de la conquête arabe, ils sont les véritables souverains de Bactre. Les terres qu'ils possèdent directement, qu'ils administrent au nom du monastère, embrassent la totalité de l'oasis. Et alors, en 2 générations, ils vont se propulser de Bactre à Bagdad, au sommet du pouvoir. À partir donc des premiers Abbassides, on a Yahya al-Barmaki, donc le petit-fils du dernier administrateur du monastère, qui est le grand vizir. Ses 2 fils, Jafar et Fadl, sont également l'un gouverneur du Khorasan, l'autre grand vizir pour Haroun al-Rachid. En 803, la famille connaît une chute spectaculaire. Mais on les connaît très bien comme mécènes. Et mécènes de quoi ? Mais principalement, ils ont favorisé la traduction de traités principalement médicaux, mais pas seulement, de l'Inde. Alors, on peut dire, oui, évidemment, ils avaient un passé bouddhique, ils avaient une sympathie pour la culture indienne, c'est normal, etc. C'est plus précis que ça. On a 2 études récemment qui ont beaucoup apporté une grande lumière sur la question. L'une, ce sont 2 articles par Étienne de la Vessière, un en collaboration avec Philippe Marquis. C'est principalement sur l'assise financière, l'assise de pouvoir des Barmakides à Bactre. Voilà Bactre. Ça, c'est la ville ronde d'époque achéménide. Ça, c'est la ville, disons, telle qu'elle était au moment de la conquête arabe. Extrêmement grande. Et alors ça, donc ce sont des résultats obtenus principalement par les prospections au sol, mais surtout les photos satellites. Voilà la cité
monastique qui entoure le monastère, qui a été décrit très précisément par le géographe Ibn al-Faqih, le monastère du Nowbahar. Alors en persan, ça veut dire le nouveau printemps, mais en fait, on sait très bien que c'est l'adaptation d'un terme sanskrit, Navavihara, le monastère neuf, qui appartenait aux Barmakides. Et voilà leur cité monastique. C'est presque aussi grand que la ville entière. Et ils possèdent, en fait, ils contrôlent la totalité du réseau d'irrigation. Et alors, un autre article décisif, c'est celui de Kevin von Bladel, The Bactrian Background of the Barmakids, un très grand article, où il va très précisément dans les biographies. Et alors, on voit que le dernier administrateur du monastère, qui est connu sous le nom de Barmak, donc le dernier qui n'était pas musulman, dans sa jeunesse, sa famille a été exterminée par un ennemi politique, un prince voisin, et sa mère l'a emmené au Cachemire. Elle était peut-être elle-même du Cachemire. Sa mère l'a emmené au Cachemire, où il a fait des études. Et on s'aperçoit que les traités médicaux que son petit-fils, Khalid, Yahya, va faire traduire à Bagdad aux alentours de 780-800, ce sont les traités médicaux qui circulaient au Cachemire à l'époque du grand-père. Donc là, on voit qu'il y a, c'est pas seulement de vagues affiliations. Ça veut dire des bibliothèques familiales. Ça veut dire que ces gens-là devaient connaître, ou du moins avoir gardé certaines traces du sanskrit. Et là, on arrive à quelque chose. La contribution, le vecteur le plus solide de la transmission de la science centra-asiatique à l'islam, c'est certainement la famille des Barmakides. Et au moment, en fait, on parle toujours de l'irruption de la science grecque dans la science arabe, mais c'est en fait un phénomène qui se développe surtout après la chute des Barmakides. C'est après eux que la mode vient à la traduction de traités grecs par des intermédiaires syriaques. Le grand mouvement de traduction qui a précédé, c'est la traduction de textes sanscrits, donc, notamment médicaux, en partie astrologiques. On a même des traités stylistiques. On sait aussi que Yahya a envoyé en Inde une mission d'enquête sur les religions. Le texte est perdu, mais ça a été probablement la source quasi unique de tout ce que les Arabes, de tout ce que le monde islamique a su sur les religions indiennes pendant 3 siècles, jusqu'au moment où Al-Biruni, vers 1040, 3 siècles plus tard, refait le travail. Donc, pour conclure véritablement, au terme de ce parcours, qui n'est certainement pas fini parce que je suis bien conscient que le sujet est fort loin d'avoir été épuisé, et j'avais en fait j'ai en fait la matière pour bien d'autres cours que je ferai donc probablement par la suite. Sans vouloir verser dans les délires ethnocentriques, il est certain qu'après la conquête islamique, l'Asie centrale a montré une capacité évidente à produire des élites qui ont investi tous les champs de pouvoir que leur offrait la nouvelle structure impériale. Alors on voit plusieurs investissements successifs. C'est d'abord un investissement scientifique. Dès la génération qui a suivi la conquête, dès la fondation de Bagdad, on voit les Barmakides qui encadrent, qui probablement dans certains cas amènent avec eux des astronomes, des astrologues d'Asie centrale, notamment de Merv, mais aussi d'ailleurs, qui vont participer à la création de la nouvelle ville. Ils sont là dès ce moment-là. Plus tard, à partir de la victoire du calife Al-Mamoun, qui arrive donc de Merv avec des armées de l'Est en 813, ce sont les élites militaires qui vont arriver sur le devant de la scène,
avec notamment donc, le dernier roi d'Oustrouchana, Haïdar Afshin, et ces élites militaires vont avoir, disons, une période très glorieuse pendant une trentaine d'années, peu à peu devront laisser la place à des Turcs, mais on les suit encore pendant quelques temps. On voit encore qu'au Xe siècle, il y a en Azerbaïdjan, en Égypte, des gouverneurs qui sont issus de familles d'Asie centrale. En Égypte, au Xe siècle, on a la dynastie des Hirschidides. Irshid, ça veut dire roi en sogdien. Ce sont des descendants d'une ancienne famille royale sogdienne. Et puis enfin, à partir du IXe siècle, davantage au Xe siècle, on va avoir une succession de grands théologiens, de grands spécialistes du hadith, un nombre de savants éminents qui défient l'inventaire. Alors, probablement tout ça, ça a été la résultante. Fry comme Starr ont, à mon avis, visé juste, en considérant que ce dynamisme avait été la résultante de deux phénomènes. Un héritage ancien de sociétés multilingues, plurielles religieusement, ouvertes sur le monde, d'une part, et d'autre part, le choc de la conquête, le choc terrible de la conquête, schumpeterien, je vous l'ai dit dans la première leçon, qui a entraîné la remise en cause de toutes les certitudes, de toutes les inerties, et a permis de redémarrer. Voilà, j'en ai fini pour cette année. Je vous remercie.